les pauvres n'aiment pas qu'on sorte de leur réunion. Ils aiment qu'on reste tous pauvres là, tous pauvres. Et donc, quand vous faites un effort pour bouger, ils sont mal à l'aise. Ils comprennent pas. Et donc, ils considèrent que tout ça, c'est la sorcellerie. Chez nous, les gens ont été baissés dans les chansons de la pauvreté. Ils ont été nourris par la pauvreté. On a fini par mystifier la richesse et tous ses bienfaits. La richesse est un état d'esprit. Finalement, l'histoire ne va retenir que deux catégories de personnes. Ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Leur dénominateur commun, c'est qu'ils ont essayé. Ce que les gens ne voient pas le sacrifice, les gens ne voient pas l'amour qu'il faut pour que ça fonctionne. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ça. Les gens vous voient dur. Les gens vous voient, même jusqu'à la maison, les gens vous voient dur, les gens vous voient féroce, les gens vous voient compliqué. Ils ne savent pas que derrière, il y a beaucoup d'amour. Plus vous fixez un objectif important, plus vous devez intégrer que vous devez sacrifier un certain nombre de choses parce que vous acceptez de ne plus vous appartenir. Malabi, la plateforme qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs camerounais. Malabi, découvrons ensemble leur histoire, leurs défis et leurs réussites. Bonjour à tous et bienvenue sur Malabi. Aujourd'hui, je vous parle depuis le cœur de la grande distribution camerounaise Dove. Ici, on trouve tout ce qu'il faut et même plus. Des produits du quotidien, des articles d'envie et même une marque de mouchoirs Dove Lotus, des mouchoirs conçus pour tous et 100% locaux. Derrière cette enseigne, il y a un homme, une vision, une histoire et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Malabi. Aujourd'hui, notre invité est une figure emblématique de la grande distribution au Cameroun. De l'enfant né dans la pauvreté et marqué par la maladie, il est devenu un entrepreneur visionnaire à la tête de Dove. Il croit que la richesse est un état d'esprit et que nous sommes nés tous riches. Monsieur Philippe Tanenoubissi, merci d'avoir accepté de semer avec nous et bienvenue sur le plateau de Malabi. Bonjour PDG, merci d'être venu. Avant Dove, avant la notoriété, qui était Philippe Tanenoubissi? Tanenoubissi Philippe, c'est un enfant né dans le Mungo, dans la petite ville de Ndongé, en Konsamba. Okay. Et voilà, qui a grandi comme tu l'as dit, un peu dans la maladie, on va dire dans la pauvreté, qui finalement a atterri à Yaoundé par la force des choses, qui faut avoir quelque chose à manger, s'est retrouvé à aller dans la rue, se battre pour trouver de quoi manger, et c'est comme ça qu'au fil des temps, un objectif a été fixé et on a décidé de tisser notre toile, quoi. D'accord. Avant d'arriver à Yaoundé, vous êtes d'abord passé par BAM, où vous avez traversé une grave maladie dans l'enfance, au point où vous avez vécu dans la maison des crânes. Qu'est-ce que cette expérience a changé en vous? En disant, c'est en Konsamba que je suis gravement malade, selon ce que ma maman me dit, que je suis gravement malade. Et voilà, elle visitait beaucoup les églises, et elle visitait beaucoup l'église, parce que c'est l'église catholique. Et un jour, une dame lui a dit à l'église, alors qu'elle ne trouvait pas les moyens de me soigner, d'aller me laisser au village. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 6 ans, je me suis retrouvé au village parce que je parvenais pas à guérir en ville, quoi. Et voilà. J'ai passé donc 2 très belles années au village, durant lesquelles j'ai trouvé la santé. Et comme je disais dans l'une de mes interviews, j'ai fait la rencontre des ancêtres à travers les maisons des crânes, tous les coins sacrés du village. Et voilà, donc après à 10 ans, 19 ans ou 8 ans, je suis retourné en Konsamba, mais cette fois déjà totalement guéri. Et voilà, j'ai recommencé avec le cursus scolaire
tout doucement. Okay. Donc, cette expérience vous a apporté de la guérison et de la reconnexion à vos racines. Ah oui, c'est la meilleure expérience de ma vie. Elle fut cette brève, mais assez solide, solide. Quand je fais une rétrospective, c'est, je pense, la plus belle expérience quand même. C'est ma source. C'est ma source et vous pouvez être un océan, et la source reste la source. Et, oui, c'est une très belle expérience. Impossible d'oublier un seul jour de mon passage au village, dans la maison des crânes, comme je disais tantôt, maison dans laquelle j'ai souvent dormi, où j'ai dormi pendant longtemps. Et voilà, ça a fait de moi exactement ce que je suis, parce que quand je suis retourné en ville, je suis pas très vieux, mais j'avais comme l'impression que j'étais beaucoup plus vieux que tous les enfants de ma génération, quoi. Et cette force m'est venue du village, quoi. Mes premiers pas pour aller faire un peu de commerce au village que je l'ai fait, mes premiers pas de responsabilité, c'est pendant cette période-là que je l'ai vécu. Et donc, oui, tout mon être a véritablement commencé à se forger là-bas. Est-ce que c'est cette expérience qui a été votre déclic, ou alors quel a été votre déclic qui vous a fait passer du statut de survivant à bâtisseur? Oui, c'est vrai que mon parcours est totalement atypique. Je suis passé par des très bas et après rebondi tout le temps. Donc c'était la première étape, parce que rentré en Konsamba, j'ai suivi un cursus normal comme tous les autres enfants. Et en cinquième, je suis retombé et j'ai eu un autre très grave accident. Et là, j'ai broyé toute ma main droite. Les os ont pété totalement. ont sauté, j'ai broyé toute ma main. Et c'est un deuxième choc qui, lui, m'amène à Yaoundé, en fait. Donc, c'est ce choc-là qui me fait passer d'un Konsamba pour Yaoundé. Je suis pas venu ici parce que je voulais. Je suis venu ici parce que j'avais vécu un autre choc. Donc, les chocs m'ont toujours un peu entraîné. Et à Yaoundé, après avoir guéri de ce premier choc-là, j'ai encore un tout petit peu continué le cursus et un troisième choc est arrivé. Là, plus violent que tous les autres encore. Et j'ai eu 3 fractures du pied droit, du pied gauche, autant pour moi, et la rotule qui avait totalement lâché. Et là, j'étais en troisième. Je suis en troisième. Et voilà, donc c'est le choc qui définitivement me tire du cursus scolaire pour me ramener ailleurs. Parce que je découvre à la fin de mes soins que je dois moi-même travailler pour aller à l'école. Et c'est plus possible, quoi. C'est comme ça que je me décide. Qu'est-ce qui causait ces chocs-là? Est-ce que c'était des maladies? Le premier, c'était la première, c'était la maladie normale, comme je vous ai dit, tout jeune, tout petit. Le deuxième choc, c'était le foot. Je jouais au foot. Le troisième choc, c'était une fois de plus le foot. Donc, si vous auriez pu avoir une carrière de footballeur. Ah oui, bien sûr, absolument. Absolument, c'est ça. Je l'ai eu au stade de Nkolo et au stade de Canon. Effectivement, on jouait avec les enfants de Canon Junior à l'époque. Oui, j'aurais carrément fait cette carrière-là peut-être. Voilà. Ok. Et quel était votre capital de départ le jour où vous avez décidé de vous lancer? On entend parler de 200 francs par jour. Est-ce réel, et comment êtes-vous passé de 200 francs à Dove? Un capital de départ, c'est rien, c'est pas 200 francs. C'est parce que j'avais faim. J'avais pas 100 francs que je suis allé dans la rue. J'avais rien, pas 100 francs. C'est pas que j'avais 100 francs, non. J'avais rien quand je suis allé dans la rue. Rien du tout. Je découvre que je dois payer pour aller à l'école. Que je dois moi-même travailler, payer pour aller à l'école. Je suis en classe de 3e que j'ai pas terminé. Je dois payer pour aller à l'école et voilà, je décide d'aller dans la rue. Au début, j'ai bricolé 2-3 petites choses avec quelqu'un, mais tout de suite après, je me suis lancé seul. J'avais un ami avec lequel on fréquentait à Siantou qui m'a loué son pouce, à 250 francs par jour. Je devais travailler, gagner un peu, lui payer la différence. Et c'est effectivement à ce moment-là que je commence à gagner l'argent, que je gagne 200, 300, 400 par jour. Et ça s'est fait pendant, je crois, 1 an et demi, 2 ans.
1 an et demi, 2 ans, oui, années pendant lesquelles j'ai quand même pu économiser. Et pendant ces 2 années-là, je crois 350 000 quand même. Et pendant, 350? oui, pendant ces 2 ans, j'ai quand même eu des économies de 350 000. Voilà. Et voilà. C'est de là. Oui, après ça, j'ai fait, après ça, mes premiers 350 000, j'ai été mordu par l'envie de gagner vite parce que j'ai découvert dans un bar en Bormbi comment les gens changeaient les billets de 10 000 en pièces et j'étais dans les machines. Et avec ça, avec ce premier capital-là, oui, j'ai fait mes premières machines à sous. Et je suis passé d'un statut d'un gars qui gagnait 250, 200, 300 par jour à un gars qui gagnait au bout de 3-4 mois, je l'ai fait pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et j'ai eu même un deuxième, j'ai commencé à gagner 100 000 par jour. Heureusement, j'avais pas abandonné mon pouce et mon machin. Et c'est de là qu'est venue ma première faillite. C'est de là dont j'ai fonctionné avec quelques 8 mois, 10 mois et boum, faillite, tout est tombé. J'ai reliquidé tout de suite et je suis revenu à mes premiers amours. Et là, j'avais déjà eu quand même un petit comptoir de sauvette à Essos. Et voilà, je suis reparti tout doucement. Et en fin 93, oui, j'ai continué à faire la sauvette jusqu'en fin 93. J'ai ouvert ma première boutique fraîcheur, parfumerie fraîcheur. À Elikjoa, à l'endroit où il y a la station, exactement au carrefour Elikjoa. Ma première parfumerie était là-bas. D'accord. Donc, c'est de ma première parfumerie qui, elle aussi, ne dure pas trop longtemps parce que la communauté vient tout casser. Et je me réinstalle au marché du Haut. Après, je me réinstalle ici au marché de Coletta. Là aussi, quelques années, j'ai beaucoup de déboires. Et je me transporte au marché central d'abord, au marché central. Et après, je continue au marché Mukolo. Là, on est dans les années 95-96, oui. Okay. Je peux au marché Mukolo. Vous êtes passé un peu de partout? Oui, non, j'ai grillé aucune étape. Ok. Aucune étape n'a été grillée, non. Aucune. C'est-à-dire que après le pouce, j'ai fait la vente à la criée. J'ai fait la vente à la criée après mon pouce. À une étape, j'ai grandi. J'ai attaché mon pouce derrière le vélo. Comme vous voyez sur la photo, là, derrière, là, vous voyez le pouce. J'ai attaché mon pouce derrière le vélo. J'ai commencé à vendre de quartier en quartier, à livrer de quartier en quartier. Après mon vélo, que vous voyez là, j'ai acheté ma première moto, la Suzuki 100. Derrière laquelle j'ai attaché une fois de plus mon pouce et après, je portais directement les marchandises derrière pour faire le tour de la ville. D'où vous êtes venue cette idée aussi créative de mettre une mobilette derrière un vélo? Disons, les choses venaient en faisant. C'était pas... je pense pas que j'avais des projections aussi lointaines que ça. À la base, j'avais faim. Et j'avais décidé de ne plus avoir faim, de devenir riche, c'est tout. Je voulais devenir riche et vraiment combattre la famille jusqu'au dernier retranchement, ne plus jamais avoir faim. Et voilà, les gros objectifs sont venus après. Mais au début, il fallait que je résolve les problèmes de famine, que je dépende de personne, que je ne quémande pas, que je me batte pour m'en sortir moi-même, que je ne demande rien à mon père, rien à ma mère. Et si je n'étais pas d'ailleurs content, il fallait que je demande rien à personne. Je devais tout faire par moi-même. C'était une décision définitive. Je pouvais pas revenir là-dessus parce que là, c'est ma décision de dépendre de personne. Vivre de moi-même. Et donc, tous ces petits bricoles-là étaient un tout petit peu liés à ça. Je devais gagner un combat, le challenge, je devais le gagner. Et c'est comme ça que tous ces petits bricoles-là, je les faisais au fur et à mesure que l'opportunité se présentait. Donc, après, ma Suzuki 100, avec lesquels les gens font le Benskin aujourd'hui, j'ai payé la Yamaha 50, oui. Après la Yamaha 50, j'ai payé la Honda. Et à l'époque, je crois que j'avais déjà la parfumerie fraîcheur. Après la Honda, j'ai payé une petite Starlet, vieille petite Starlet. Après la Starlet, j'ai payé la Carina, après une 404 bâchée, ainsi de suite. Non, j'ai grillé aucune étape. Aucune. Et malgré toutes les difficultés auxquelles vous avez fait face, est-ce que vous aviez peur d'échouer?
Honnêtement, j'ai eu l'avantage d'entreprendre très jeune, ce qui fait que les difficultés qui, à côté de moi, ont emporté les gens, j'ai pas vraiment vu comme eux. Quand on nous a cassé un ligue la première fois, mon voisin s'est suicidé. Mais parce que c'est très violent. Ouais, la mairie nous a tout gâté, tout cassé. Mon voisin s'est suicidé. Mais j'étais très jeune. J'avais 21 ans, je voyais même pas. Je sentais pas tout ça passer et donc c'est passé. Je me suis refait immédiatement après. Après qu'on nous a cassé à Mokolo, pareil, j'avais quoi, 24, 25 ans. Mon voisin s'est encore suicidé. Mon voisin direct s'est suicidé quand la mairie nous a cassé à Mokolo. J'ai encore absorbé le choc rapidement. Donc, j'ai connu beaucoup d'échecs, c'est vrai, je vais pas appeler ça d'échecs, beaucoup de chocs, c'est vrai, et qui, de mon point de vue, quand je regarde au-dessus du rétroviseur aujourd'hui, je fais une rétrospective, j'ai comme l'impression que peut-être c'était une préparation, quoi. Donc, je les ai absorbés. Et vous avez pris ça comme une force, si je à la limite, même après chaque échec, après chaque coup, ou bien après chaque choc, j'ai rebondi. Après chaque choc, j'ai rebondi. Parce qu'en fait, je suis arrivé en Coleton parce qu'on m'avait cassé à Ligjoa. Je suis arrivé au marché central parce qu'on m'avait encore cassé en Coleton. Et c'est à Mokolo qu'on m'a cassé plusieurs fois et je suis resté au même endroit, au point de construire le premier d'or là-bas. Donc, les chocs là, effectivement, ont été à la limite des éléments qui m'ont dopé. Donc, après chaque choc, j'ai eu encore envie de prouver que non, je n'allais pas rentrer au quartier. Après chaque choc, je crois que je me suis battu pour tenir après chaque choc. Et jusqu'aujourd'hui, bon, la vie de l'homme d'affaires, c'est une vie de bagarre, c'est une vie de combat éternel. Donc, on continue à combattre. Vu que vous parlez d'homme d'affaires, est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez un modèle d'homme d'affaires? Oui, j'ai beaucoup toujours tourné autour de ceux qui réussissaient, lire les histoires, parce que je suis pas allé à l'école, je suis pas allé à l'école conventionnelle beaucoup, mais j'ai énormément lu et toutes mes lectures tournaient autour des réussites. Tout ce que je lisais tournait autour des réussites. Tout ce que je lisais et j'étais très proche, j'aimais beaucoup tourner autour de ceux qui avaient beaucoup réussi. À l'époque, je travaillais, je livrais dans les magasins de Fokou et ils m'impressionnaient beaucoup, vraiment. Tout ce qu'ils bâtissaient m'impressionnait beaucoup. Il y a bien évidemment monsieur Paul Fokam Kamouni, le patron d'Afriland, qui m'a beaucoup trop inspiré. J'avais fait à l'époque les Bali parce qu'effectivement, j'étais allé dans le bar de quelqu'un que tu connais parfaitement bien. Et c'est de là que j'avais dit non, il faut que je sois comme lui, il faut que je fasse les mêmes choses. Donc, ceux qui ont réussi m'ont tout le temps impressionné. J'ai toujours aimé comprendre ce qu'ils font. D'ailleurs, j'aime leur récit. J'adore tous ceux qui réussissent en travaillant. Et donc, ouais, je me suis tout le temps inspiré de ceux qui réussissent, de ceux qui travaillent pour réussir. Et au moins dans ma jeunesse, ces trois personnes-là, même si je les côtoyais pas personnellement, de très loin, j'essayais d'admirer ce qu'ils faisaient. Et voilà, les Bali, je me suis inspiré d'un grand frère. Après, les supermarchés, parce que j'avais beaucoup trop tourné, même derrière Fokou, que ça m'a beaucoup marqué. Je flirtais beaucoup, je tournais beaucoup autour. À Freeland, c'est souvent des visites discrètes, mais tu nourris une ambition, tu les vois faire, tu les vois passer en route avec leur voiture et tu dis, ah, je serai comme lui un jour, exactement. D'accord. Donc, et dans les livres, oui, j'ai beaucoup lu les livres qui inspirent beaucoup. Par exemple, Comment se faire les amis de Dale Carnegie, qui cite beaucoup d'exemples de ceux qui ont réussi. Merci. Voilà, les Rockefeller, les Andrew Carnegie, tout ce monde-là. Voilà, je suis très fan de ce genre de choses-là, quoi. Je suis très fan de ceux qui réussissent. D'accord. Et avez-vous une anecdote de vos débuts qui vous a profondément marqué, une histoire qu'on ne connaît pas, mais qui symbolise votre mentalité de guerrier? C'est pendant mon enfance, quand on parlait des hommes riches au Cameroun, on disait souvent que Fosso Victor avait 5000 employés. Et je ne sais pas d'où m'est venue cette petite folie-là de dire il faut que je batte 5000 employés. D'accord. C'est devenu mon ADN. Quoi. Votre ADN. Donc, dans les commentaires, on me disait il a 5000 employés. Et je ne sais pas.
c'est venu dans ma tête, dit, oh, vraiment, je dois battre 5 000 employés. Il faut que je batte 5 000 employés. Donc, c'était le plus riche, le plus costaud, le plus fort, le plus cher. Et vraiment, tous les commentaires, il fait 5 000 employés. Et moi, ça entrait là et ça sortait, puis ça restait tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé, donc, c'est la première chose qui m'est venue en tête. J'ai dit, il faut que j'atteigne 5 000 employés. Et là, j'avais déjà quand même traversé la famine. Et je pouvais me fixer un objectif. Le premier objectif que je me suis fixé, c'était celui-là, de faire 5 000 employés. C'est vrai, les gens connaissent un peu. Et c'est difficile de cacher ça parce que c'est des choses que je dois déployer tous les jours. Voilà, donc c'est venu dans ma tête, je dis il faut que je batte 5 000 emplois. Il faut que je me batte pour qu'on dépasse 5 000 emplois. D'accord. Et vous est-il déjà arrivé de vouloir tout arrêter au vu de votre parcours très difficile? Ah oui, c'est des tentations qui arrivent tout le temps. Oui. Et tout le temps. La vie de l'homme d'affaires, c'est une grosse vie de bagarre infinie. Ça ne s'arrête jamais. On bagarre beaucoup, surtout dans notre environnement. Le niveau de bagarre de notre environnement ne s'explique même pas. On bagarre beaucoup trop. Ce qui vous pousse au découragement tous les jours. Vous voyez les gens crever devant vous. Vous voyez des échecs inexplicables. Vous-même, vous subissez des coups violents, très violents. Très violent. Au point où si vous n'avez pas cet objectif-là, vous arrêtez. Il m'est arrivé de dire, mais attends, j'ai besoin de rien du tout pour vivre comme un pacha. Qu'est-ce que je fais même pour souffrir comme ça? Et c'est seulement parce que vous retournez, vous dites, et des employés qui sont là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Que vous continuez. Sinon, il y a beaucoup de chances d'arrêter. Beaucoup de chances. Sauf qu'il faut fixer un vrai objectif, un gros objectif, pour que cet objectif-là vous guide. Donc, plusieurs fois, oui, j'ai eu envie d'arrêter. Beaucoup de fois, d'ailleurs. La fois où j'ai vraiment où je suis allé jusqu'au bout, je venais d'avoir mes 300 premiers employés. Non, on frôlait quand même les 300 employés. Et ça, je peux dire, j'avais perdu ma belle vie d'avant, quoi. Avant, j'étais jeune, j'avais moins de 30 ans, moins de 25 ans même. J'avais 3 voitures, j'avais une belle maison. Je pouvais aller à Washington, aller, je sais pas où je voulais, quand je voulais. Et donc, subitement, j'ai construit une grosse entreprise avec un gros bureau, machin. Et j'ai tout perdu. Donc, je pouvais plus m'amuser quand je voulais, je pouvais plus aller où je voulais, je pouvais plus rentrer quand je voulais, parce que les employés avaient tout pris. Il fallait résoudre les problèmes le matin, à midi, le soir, tout le monde était à tourner autour de moi pour que je résolve les problèmes. Et là, j'ai vraiment choqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté et je suis tombé sur quelqu'un de bien qui m'a redopé immédiatement parce que pendant que je lui ai exposé mon problème, il m'a demandé si j'ai le panari sur mon doigt, comment je me comporte. Je coupe mon doigt ou je soigne. Et j'ai souri, je lui ai dit non, je soigne. Il m'a dit, mais soigne ton mal. Tu n'as rien fait de mieux que les gens de ton âge pour avoir autant d'employés. C'est ta croix, c'est ta bénédiction. Porte-la, simplement. Tu n'as rien à faire. Et tu chasses personne qui n'a rien fait. Si tu le chasses, c'est que tu sors de ton étoile. Et je les ai gardés, j'avais guéri 2 ans, je crois, après, on avait franchi le cap de 1000 personnes. Donc, voilà, ça arrive très souvent qu'on soit découragé, mais il faut, si on ne s'est pas préalablement fixé un bel objectif, un gros objectif, il y a de fortes chances qu'on se décourage. Parce que tu peux fixer des petits objectifs, et si tu les atteins, dès que tu as une petite difficulté, tu abandonnes. Non. Et vous avez parlé de Washington tout à l'heure. Est-ce que c'est ce plaisir-là auquel vous avez dû renoncer pour cette réussite-ci? Oui. Pour avancer, il faut renoncer à plein de choses. Ça, c'est clair. Que si vous fixez un gros objectif, il faut renoncer à plein de choses. Il faut tuer un certain nombre de choses. Tuer un certain nombre de croyances. Nous sommes bercés par des croyances inutiles. Non, il faut renoncer à plein de choses. Ça, c'est le sacrifice. Plus vous fixez un objectif important, plus vous devez intégrer que vous devez sacrifier un certain nombre de choses parce que vous acceptez de ne plus vous appartenir. Donc, je ne m'appartiens plus. Et si ma maman m'appelle 20 fois par jour et ne m'obtient pas, je dois bien avoir le courage de lui dire le soir que maman, il faut savoir que j'ai 2000 mamans, ou 3000 ou 5000 mamans. Tu n'es pas seul. Donc, tu vois, il faut que je sacrifie cet amour passionnel-là. Si ma femme m'appelle 20 fois par jour et que je prends qu'à la 21e fois, je dois avoir le courage de lui dire que j'ai 5000 femmes.
et qu'il faut que je m'occupe des autres 5000 femmes, elle aura son tour à elle. Pareil pour mon fils, pareil, vous voyez, il faut sacrifier des tas de choses, sacrifier beaucoup de plaisir et changer le sens de son plaisir. Peut-être son plaisir ne doit devenir que le plaisir des autres. On doit profiter de ce que les autres sont en train de vivre. Voilà, être heureux de voir ses employés réussir, être heureux de voir ses employés bâtir des familles, être heureux de voir ses employés être heureux, et ainsi de suite. Mais si on continue à se contenter des petites choses, c'est impossible de devenir une grande personne. Une grande personne ne s'appartient pas du tout. Il appartient aux autres. Okay. Absolument. Il faut, après, si on peut pas faire don de soi, si on ne peut pas faire don de soi, il est impossible de bâtir des choses importantes. Si on pense trop à soi-même, impossible de bâtir des choses importantes. Pas du tout. Si on pense trop à soi, si on pense trop dans le sens trop passionnel, non, il faut être tout le temps raisonnable. Et si nous sommes des dons de Dieu et qu'il a mis entre nos mains des dons, tout ce que nous avons à faire, c'est de multiplier, fructifier ces dons. Voilà. Et si notre don, c'est de donner aux autres, qu'on leur donne. Okay. Monsieur Tanenoubissi, j'ai remarqué quelque chose. Vous aimez beaucoup le chiffre 20. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou je ne sais pas? Vraiment, je crois que c'est comme ça. Hein. C'est toi qui me fais la remarque. Hein. Explique-moi un peu. La première fois que je vous ai rencontré, vous m'avez demandé de vous appeler 20 fois. Donc, je dois insister. Ah ouais. Et vous venez de dire 20 aussi. Donc. Ouais, tu vois, c'est la première fois là que tu me fais faire la remarque. Oui, je pousse quand même un tout petit peu loin. Vraiment, ça vient comme ça. Je pousse un petit peu loin. Pourtant, autour de moi, là, le 20, là, je vois pas ce qu'il représente véritablement. Je suis tout le temps au-delà de 20. Mais voilà, je dis qu'il faut aller un peu plus loin. L'objectif, c'est de dire, il faut pousser un peu, il faut pousser. Il faut rêver grand dans tous les cas. Ok. Pour revenir, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière votre succès? Ce que les gens ne voient pas le sacrifice, les gens ne voient pas l'amour qu'il faut pour que ça fonctionne. Les gens ne voient pas ça. Les gens vous voient dur. Les gens vous voient, même jusqu'à la maison, les gens vous voient dur, les gens vous voient féroce, les gens vous voient compliqué. Ils ne savent pas que derrière, il y a beaucoup d'amour. Il faut aimer beaucoup les gens. Il faut beaucoup aimer les gens pour faire ce qu'on fait. Si on s'aime soi-même, on fait rien. Les gens ne voient pas ce sacrifice-là. Les gens ne voient pas que vous devez être capable de vous oublier pour bâtir quelque chose de grand. Les gens ne voient pas. Et c'est tout le monde. C'est-à-dire que même à toi, j'aurais expliqué ça tout de suite. Que demain matin, si tu m'appelles 10 fois, tu vas me dire, mais non, 10 fois, tu m'appelles. Je vais dire, mais attends, je t'ai expliqué hier qu'il faut qu'on se sacrifie pour avancer. Et malheureusement, la nature humaine est comme ça. Les gens ne voient pas que pour bâtir des choses importantes, il faut sacrifier, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens au-delà de ce qui est normal. Il faut aimer raisonnablement les gens. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ça. C'est difficile, mais malheureusement, les gens ne voient pas ça. On dit même souvent que la famille est un poids pied d'un homme qui veut courir. Parce qu'on a comme l'impression que plus on avance, plus ils ont comme l'impression que vous les abandonnez. Ils sont souvent les premiers à jeter des pièges sur vous. Pourtant, vous faites ça pour eux. Les gens ne voient pas ça. Les gens, quand tu vois l'administration du Cameroun, nous l'accusons tous les jours parce qu'on a comme l'impression que l'administration, c'est pas que nous sommes ses employés, qu'ils ne nous rémunèrent même pas. C'est-à-dire, les gens ne voient pas et c'est l'une des choses les plus choquantes dans notre métier. C'est de voir que ceux pour qui on travaille ne sont pas conscients qu'on travaille pour eux. Et ça, c'est l'une des premières causes du découragement des hommes d'affaires. Ils arrivent à un niveau, ils disent non, c'est pour eux que je fais ça. Pourquoi on m'agresse tant? Et ils abandonnent, ils s'occupent d'eux-mêmes. Malheureusement, ils tombent avec tout le génie. Voilà. En Afrique, beaucoup mystifient la réussite et ils associent cela à de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous pouvez penser de ça et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces rumeurs-là? La sorcellerie, oui, c'est plutôt normal. Le mot sorcellerie, c'est ce qu'on ne comprend pas. L'explication du mot sorcellerie, c'est simplement ce qu'on ne comprend pas. Si vous comprenez pas quelque chose, c'est la sorcellerie. Et comme on ne comprend pas la richesse, comme on ne comprend pas comment on travaille, comme on ne comprend pas, voilà, on estime que tous êtes sorciers parce que simplement on ne comprend pas. Donc, plus les gens vont se lever, plus les gens vont grandir, plus les gens vont bien appréhender la richesse, plus les gens vont être simplement capables de définir le mot richesse, plus ces petites considérations-là vont disparaître. Parce que chez nous, être riche, c'est avoir beaucoup d'argent simplement.
Oh, c'est tellement faux, c'est tellement dérisoire même l'argent. La richesse est un état d'esprit. Chez nous, les gens ont été baissés dans les chansons de la pauvreté. Ils ont été nourris par la pauvreté. On a fini par mystifier la richesse et tous ces bienfaits parce que les pauvres n'aiment pas qu'on sorte de leur réunion. Ils aiment qu'on reste tous pauvres là, tous pauvres. Et donc, quand vous faites un effort pour bouger, ils sont mal à l'aise. Ils comprennent pas. Et donc, ils considèrent que tout ça, c'est la sorcellerie. Non. C'est mon combat. Hein. Vous allez voir, toutes mes formations vont dans le même sens. Donc, dans le même sens, je suis l'apôtre de la richesse. Je défends la richesse dans tous les sens. J'encourage tout le monde à être riche dans le sens propre du terme. Riche propre, sans voler, sans tricher, ainsi de suite. Donc, ils croient comme ça parce qu'ils ont été mal éduqués, parce qu'ils ont été déformés au niveau le plus élevé que vous pouvez imaginer, parce que vous voyez des professeurs d'université tenir des mêmes langages, des agrégés qui tiennent des mêmes langages, des politiciens qui tiennent des mêmes langages. En réalité, comme ils sont pauvres, ils ne peuvent transmettre que la pauvreté. Alors, il a beau être professeur d'université, celui qui aurait dû lui conférer la richesse à l'état pur, il reste un homme pauvre, parce que même dans ses livres, on enseigne la pauvreté. Et donc, il ne parvient pas à se départir du mot pauvreté, qui n'est que la malédiction, la pauvreté. Donc, nous devons fuir la pauvreté en acceptant d'abord la richesse, en travaillant pour l'acquérir et en acceptant qu'il n'est pas possible d'être heureux si tout le monde n'est pas riche autour de vous. Exactement. Tout le monde autour de moi doit être riche. Tu ne peux pas me donner ce que tu n'as pas. Si tu es pauvre, tu vas me donner la pauvreté. Si tu es riche, tu vas me donner la richesse. Tu as de l'amour, tu vas m'en donner. Tu as de l'argent, tu vas m'en donner. Donc, il vaut mieux que tout le monde soit riche. Donc, je veux pas des gens trop pauvres autour de moi parce qu'ils peuvent me contaminer avec la pauvreté. Je les veux tous riches. Okay. Et quand vous regardez le chemin parcouru aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier? De voir les gens devenir riches autour de moi, de voir des beaux visages autour de moi. Quand je fais mes bilans, très souvent, j'essaie de compter le nombre de naissances issues de notre entreprise avec ses ramifications par an. Et il y a une année, on a atteint 78 naissances. J'étais très heureux. Parce que je crois aussi qu'il y a des richesses que donc, j'étais très heureux de voir les gens, vous savez, c'est quand les gens sont bien qu'ils accouchent beaucoup, hein, qu'ils se marient partout. Donc, j'aime voir ça, j'aime voir tous ceux qui passent par ici, qui deviennent riches. J'aime voir les petites entreprises qui deviennent riches à travers le réseau que nous avons bâti. Et honnêtement, j'aime voir le visage des gens souriants. Même si on estime que je suis moi-même un peu dur ou trop dur, j'aime voir les autres sourire. Et vraiment, c'est la plus belle chose qui peut m'arriver, c'est de voir les gens bien autour de moi. De voir tout le monde devenir riche autour de moi me ferait vraiment un bien inexplicable. Inexplicable. J'estime que je suis riche déjà. Donc, c'est pas pour moi que je me bats. Si tout le monde peut devenir riche autour de moi, je serais très heureux. Très heureux même. Et quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? Qu'il faut travailler. Il faut conjuguer le verbe travailler à tous les temps. Parce que c'est le travail qui vous apporte la richesse. Et la richesse libère. C'est pas possible. C'est pas possible d'être libre sans être riche. C'est pas possible. On obtient la richesse en travaillant. On rencontre Dieu à travers le travail. On rencontre Dieu à travers la richesse. Donc, il faut travailler. Donc, le travail vous condamne tout ça. Et donc, il faut travailler. Ça, il faut travailler. Des gens diront que non, il y a des gens qui ont travaillé 1 an, ils n'ont rien eu. Après, d'autres ont fait 6 mois, ils n'ont rien eu. Bah, c'est ça la nature, c'est la vie. Certains arbres, c'est des goyaviers, d'autres, c'est des manguiers, d'autres, c'est des buissons. Machin, nous sommes faits comme ça, mais chacun à sa place doit faire ce qu'il a fait, il doit bien faire. Donc, oui, je pense que c'est une valeur capitale chez moi, le travail. L'une des personnes que j'aime beaucoup en Afrique, c'est Dangote. Il dit que vraiment, tout ce qu'il y a derrière, tout ce que vous voyez là, s'appelle travail, point. Le reste, là, ça s'appelle travail. Et si vous lisez Elon Musk, vous lisez Bill Gates, vous lisez tous ces grands qui ont bâti le monde, vous allez trouver un dénominateur commun de tout ce monde-là. Ils travaillent, point barre. Ils travaillent. Si un jeune entrepreneur vous écoute en ce moment, il se dit que c'est trop dur ou bien c'est trop tard pour se lancer. Que lui direz-vous avec le cœur ouvert? Jamais trop dur, jamais trop dur, jamais trop tard. C'est parce que c'est dur qu'on doit travailler. Si c'était facile, on travaillerait pourquoi? Trop tard, pourquoi?
qu'il a lu l'histoire et il verra à quel âge les Warren Buffett ont commencé. Il verra à quel âge les Walmart ont commencé. Il verra que beaucoup de gens ont commencé à plus de 50 ans, même à plus de 60 ans. D'ailleurs, la richesse la plus étanche, c'est à partir de 70, 80 ans. C'est pas à 50 ans. À 50 ans, on est encore petit, on est encore jeune, on a encore beaucoup de temps devant soi. Donc, non, s'il a fait quelque chose, qu'il le fasse tout de suite. Si vous avez 70 ans et que vous plantez une plantation de cacao, vous le comptez à 75 ans, non? Alors que bientôt, l'espérance de vie va dépasser 80 ans. Donc, vous riez comme un pacha pendant toutes vos dernières années. Donc, non, très tard par rapport à quoi? Rien du tout. Quand vous plantez le maïs, il n'a que 3 mois pour produire. 3 mois. Donc, même si vous avez 80 ans et que vous avez lancé une plantation de maïs, vous serez heureux. Donc, tard par rapport à quoi? Non. Qu'il se lance. Et jamais trop dur. Celui-là qui me montre la seule chose qui existe sur cette terre qu'on fait facilement. Quoi? De mon point de vue, le plus beau plaisir de tous les êtres humains, c'est de manger. Mais pour manger, il faut lever le doigt, le coude. Donc, il n'y a rien que vous faites sans effort. D'accord? Même si, bon, au Cameroun, ils aiment boire la bière. Vous avez déjà vu quelqu'un boire 5 bières sans que la sueur ne coule sur son front. Après, vous le voyez même disjoncter de gauche à droite. Donc, il fait beaucoup d'efforts pour boire 5 bières. Donc, il n'y a rien sur cette terre qu'on puisse faire sans faire des efforts. Non, rien du tout. Rien. Dieu n'a pas prévu qu'on obtienne quelque chose pour rien. Rien du tout. Il dit, tu veux aller au paradis, tu dois me louer. Donc, tu ne le loues pas, tu vas en affaire terminée. Tu veux manger, tu dois travailler. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu ne peux pas croire que tu obtiendras quelque chose pour rien. Même les rentiers qui doivent manger l'argent que les parents ont travaillé, ils doivent travailler. C'est un autre travail. Manger n'est pas facile. Ils doivent même faire des programmes pour payer les billets d'avion. C'est pas évident. Donc, chacun doit travailler. Il faut travailler. Donc, que les gens cessent de penser que quelque chose est dur. Non, rien n'est dur. Et d'ailleurs, on ne va devenir un grand homme que parce qu'on a résolu des gros problèmes. La qualité de la réussite est proportionnelle à la qualité du challenge qu'on a mené. Donc, si tu n'as pas mené des durs challenges, tu ne vas pas rentrer dans l'histoire comme étant un grand homme. Parce que tu as bâti, tu as travaillé dur pour obtenir des résultats durs, que tu rentres au panthéon des hommes les plus valeureux. Et voilà, je m'amuse souvent à dire que je préfère entrer dans l'histoire comme celui qui a bâti au lieu d'entrer dans l'histoire comme celui qui a consommé, qui a joui de ce qu'on a travaillé. Non, je préfère être celui qui a bâti. Voilà, c'est comme ça, je pense, rien n'est dur, rien n'est dur, rien n'est dur. Nous retournons dans votre parcours. S'il fallait revivre une seule journée de votre parcours entrepreneurial, laquelle choisirez-vous? De tout mon parcours, on va dire quoi? Bien sûr, le jour que j'ai décidé d'aller dans la rue pour me battre. Tout est parti de là. Le jour où j'ai pris la décision de dire, je vais dans la rue me battre. Voilà. Et donc, mes amis comment ça s'est passé? Si vous pouvez nous donner un bref aperçu. Je venais d'un Konsamba. J'étais dur. J'étais naturellement beaucoup plus robuste que les enfants. Les enfants disaient, t'es mou. Moi, je venais de Konsamba. Et donc, je suis parti de chez nous. Il n'y avait pas de commerçants chez nous. Rien. Je suivais personne. Je suis allé seul et je suis arrivé au marché des sauces comme ça. Et je crois au bout de 3 mois, j'étais un big boss là-bas, j'étais respecté, c'était pas évident. J'étais pas allé loin, j'avais, voilà, l'habit que vous voyez sur moi là, c'est l'habit que je fréquentais avec, donc j'avais cousu moi-même les poches là. J'étais très heureux, donc mes camarades de classe passaient, les voyaient, et j'étais content, j'étais très heureux de faire ce que je faisais. Très content. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi ça que je me filmais. Ouais, si tu fais ça, tu n'es pas content, tu te filmes pas. Donc, j'étais content de ce que je faisais. Donc, après le soir, j'avais quand même 200 francs en main qui m'appartenaient. Et vraiment, il n'y a rien de plus gai, de plus beau que ça, que d'avoir son argent sans compter sur quelqu'un. Et tout de suite, j'ai fait ma caisse, j'étais ça dedans tous les soirs, jusqu'à ça continue à grimper progressivement. Donc vraiment, je pense que c'est le plus beau jour, le jour où je décide de me lancer dans le vide. Et à tous les jeunes dont on parlait tout à l'heure, je leur dis, lancez-vous. Ce sera le plus beau jour. C'est comme l'oiseau qui va dans l'air le premier jour.
Il est dans le vide, hein, il peut chuter et mourir comme il peut continuer. Mais il faut se lancer parce que finalement, l'histoire ne va retenir que deux catégories de personnes. Ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Le dénominateur commun, c'est qu'ils ont essayé. Il faut essayer. Je pense que c'est mon plus beau jour quand même. Le jour où j'ai dit stop, je n'ai pas pu à l'école, je me prends en main, je vais me battre moi-même. Et voilà, vraiment, il n'y a pas un autre jour au-dessus de celui-là. Ok, d'accord. Si vous devez dire merci Malaby à une personne dans votre vie, ce serait qui? À Dieu déjà. Ouais. Je sais pas d'où je viens. Peut-être si c'est une personne physique, je vais changer, mais tous les jours, je dis merci à Dieu. Parce que je sais pas d'où je viens, je sais pas où je vais. Et j'ai marché sur des fils de soie des centaines de fois. Et ça s'est pas brisé. Et dit particulièrement merci à une seule personne. Et je vais être hypocrite, non, je veux dire merci au monde entier, à tout le monde, à tous ceux qui me côtoient, ennemis, amis, tout le monde. Tout le monde est mes employés, je leur dis merci. Je dis merci à tout le monde, mais particulièrement, personne m'a tenu la main au début, et particulièrement quand je fais une petite rétrospective, j'ai pas décidé seul d'aller au marché. J'ai pas décidé seul. Parce que si vous voyez les accidents, vous devez être honnête de dire, mais pourquoi ces accidents-là? Pourquoi tout le temps ces accidents-là ont changé de cours de la vie brutalement? Et se dit, ouais, il existe un être divin qui peut faire de vous ce que vous voulez pas personnellement être. Il va atteindre son objectif. Vous pouvez résister, mais vous rentrez peut-être dans la poubelle. Et tu vois, la dernière fois, quand j'ai eu ce grave accident, je crois que j'ai suivi ce qu'il voulait que je suive. C'est tout. C'est tout. Puis après, j'ai fait des choses dures. Je suis quand même le seul enfant de Yaoundé qui a fait ce métier. Tirer le pouce derrière le vélo et parcourir toutes les rues de Yaoundé. Il y a personne d'autre qui l'a fait. Je l'ai fait seul. Et j'ai fait des accidents là et je me suis plus blessé. Là, j'ai fait des accidents, je me suis plus blessé. Donc, je pense qu'il n'a pas voulu que je suive ce parcours-là. Il m'a ramené où il voulait que je sois. Et dès que je suis arrivé, j'ai déroulé. J'ai fait les bali-bali et j'ai échoué quand même. Aujourd'hui, je me demande, mais comment j'ai échoué dans les bali-bali? Il paraît que c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Et j'ai juste abandonné les bali-bali et suis revenu faire ma sauvette, mon truc, mes bricoles de gauche. Et j'ai recommencé à avancer. Donc, il n'y a pas un papa ou une maman qui m'a appelé, qui m'a dit, va, non, mon père a su que je fréquentais 8 mois après. Ma mère, très longtemps après, que je partais plus nulle part, que je me débrouillais moi-même. Donc, et après, donc, je pense que je dois savoir dire merci à tout le monde. Tous ceux qui m'entourent, je leur dis merci. Même ceux qui me détestent, c'est pas grave, je leur dis merci. Peut-être, il m'apportait encore un peu plus de punch pour avancer. Okay. Nous allons passer au pack surprise. Vous allez me dire quelle couleur vous préférez entre le violet, le orange, le noir ou le blanc. Le blanc, merci. Ok, ça tombe sur la question. Si aujourd'hui vous étiez de retour dans la maison des crânes face à votre grand-mère et que le petit garçon malade de 6 ans vous regardait dans les yeux, que lui direz-vous? Merci. Merci. Ouais, merci. D'accord. Je lui dirais simplement merci. Ok. Nous allons terminer en musique. Aimez-vous la musique? Oui, beaucoup. Ok. Y a-t-il une chanson ou une mélodie qui vous rend nostalgique de votre passé ou bien de votre parcours? Je les aime tous. J'aime beaucoup la musique, beaucoup. Et je sais pas pourquoi. J'ai pas un choix particulier, mais j'aime la musique, toutes les musiques. Vraiment, on va dire sur world music. Ce qui est bien fait. J'aime bien. Je pense la seule école où je suis allé payer moi mon argent pour m'inscrire, c'est l'école de musique, apprendre à danser. Donc, j'aime la musique. Est-ce qu'il y a pas une musique toutes que les vous musiques, écoutez souvent sur votre mobilette qui vous fait penser à ce moment-là? Comme je dis, pour être honnête, je suis très prolixe en musique. Je les aime tous. Quand c'est bien fait, j'aime beaucoup les chansons religieuses et toutes les chansons religieuses. Je vois pas une particulière. J'aime ce qui est bien fait, je vais aimer. Ce qui est bien fait, je vais aimer. Voilà, que ce soit les musiques traditionnelles, modernes, même si c'est Mozart, je vais aimer. Voilà, j'aime la musique. J'aime pas particulièrement une musique ou une seule musique, non. Vraiment, je suis très ouvert là. Voilà, je peux aimer le dombolo, je peux aimer le makossa, tout ce qu'il y a comme musique. Si c'est bien fait, je vais aimer les nouvelles musiques, les vieilles musiques. Tout ce qui est bien fait, je vais aimer.
D'accord, ok. Nous allons terminer, Monsieur Philippe Noubissi Tanieu. Merci de nous avoir reçus. En ma langue maternelle, Malabi veut dire merci. Donc, j'aimerais que vous me dites comment on le dit en la vôtre. Gapingo. Gapingo. Gapingo, gapingo. Gaping. Gaping. Gaping veut dire vraiment je te remercie. Gaping. Gaping. Oui, gaping. Et gapingo. Gapingo veut dire je te remercie. Gaping veut dire merci. Ok. Donc, Malabi et Gaping à vous, Monsieur Philippe Tanieu Noubissi. Et Malabi et Gaping à vous, les téléspectateurs. Un prochain numéro